Connexion là où je suis. Oh, la connexion en Haïti. Il y a un problème de connexion. Bon, on va essayer de toute façon. Oui, là, tu as du signal, c'est important, Ah, n'est-ce pas? ok. Donc, j'espère que tu vas bien. Merci déjà d'être là. Bienvenue sur le Level Up de Doha. Donc, actuellement, justement, comme on va parler de la situation en Haïti, justement, et tu vas pouvoir te présenter aujourd'hui au monde. Donc, c'est-à-dire, tu vas pouvoir dire au monde qu'est-ce qui se passe. Juste un instant. Dans la situation, surtout te présenter toi. Donc, nous, ici, on va parler justement de Alors, la situation en Haïti et de tout ce qui se passe en Haïti, de sensationnalisme. On va pouvoir t'écouter et aussi avoir un plan parce qu'on entend tout le monde qui parle, mais là, toi, tu es sur place et tu es activiste aussi. Donc, présente-toi. alors, merci. Je suis Fredo Jean-Charles et je suis avocat au barreau de Port-au-Prince. Et je suis également normalien supérieur et défenseur des droits humains et président d'une organisation qui s'appelle l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, très préoccupé par la situation du pays, donc je suis très content d'être avec vous pour cette interview. Parfait. Et c'est ça, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, en plus, tu es avocat, tu es dans le barreau sur le moment et j'ai pu voir que tu faisais beaucoup d'entrevues avec beaucoup de gens justement pour parler de la situation. Et ça, c'est ton organisme pour lequel tu étais. Peux-tu répéter l'organisme? Alors, bon, en fait, mes activités concernent d'abord ma profession d'avocat et surtout la défense des droits humains. Je prends position le plus souvent pour défendre les victimes des violations des droits humains, de la passivité de l'État en Haïti. Alors, je dénonce et parfois j'accompagne des gens au tribunal pour faire valoir leurs droits, et surtout quand ils sont violés malheureusement par les autorités qui sont censées là qui sont censés être là pour les protéger, malheureusement, soit par négligence et par défaillance, les institutions ou d'autres. Donc, en Haïti actuellement, il y a beaucoup de violations des droits humains. Je pense que et c'est pour cela que je m'engage surtout à faire des plaidoyers, surtout dans les médias et dans des activités publiques, et surtout pour former donc les Haïtiens, les Haïtiennes, surtout dans les villes de province, pour porter justement leur voix au plus haut niveau et pour porter justement leurs revendications. Et donc, je pense que c'est ça en gros. Donc, Et qu'est-ce qui te tient le plus à cœur, justement, dans ton travail sur le terrain? Parce que tu es sur le terrain, c'est-à-dire tu vas en province, tu vas en ville. C'est quoi qui te tient le plus à cœur, qui te fait te lever malgré toutes les injustices? alors, OK. D'ailleurs, je me considère comme un rescapé d'un système rapace, un système dans lequel il est très difficile de s'échapper parce que presque toutes les infrastructures sont justement sont caduques, si je peux dire comme ça. Et puis, il y a tellement de gens qui souffrent de l'inégalité sociale, des inégalités sociales, autrement dit, de l'injustice sociale. Et moi-même, je me considère, comme je viens de le dire, comme rescapé. Donc de ce fait, je me fais justement cette obligation de porter leur voix, de les accompagner, de leur former. Parce que, et sincèrement, s'il n'y a pas des Haïtiens qui se lancent dans ce genre de militance et surtout des plaidoyers, donc je pense que il sera vraiment difficile pour les prochaines générations de s'en sortir. Parce que et donc, surtout moi-même, étant défenseur des droits humains, et puis normalien supérieur, et puis avocat, alors, issu d'une classe sociale, je peux dire, alors, moyenne, donc, moyenne. Donc, je connais en quelque sorte la souffrance de la majorité des Haïtiens. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui portent leur voix, qui, en quelque sorte, qui parlent qui, en quelque sorte, endossent justement leurs revendications. Même quand, ne serait-ce que pour la postérité, parce que, sincèrement,
C'est toujours difficile parce que même quand il y a des plaidoyers, des activités pour enfin sensibiliser donc les autorités de l'État, mais on voit souvent il n'y a pas de suivi. Donc, parfois, je suis un peu, et je suis un peu énervé pour voir qu'après plusieurs plaidoyers, plusieurs formations, plusieurs dénonciations à plusieurs reprises, donc on voit que les autorités ne font absolument rien pour remédier justement à la situation. Mais malgré ça, donc, je poursuis toujours et ma militance et je visite les gens, surtout actuellement, il y a un phénomène grave qui est justement les déplacés internes, donc les gens qui vivent actuellement dans les abris provisoires, surtout chassés par les bandits, les groupes armés. Donc, parfois, mon organisation, mon équipe également, nous nous sommes rendus sur les lieux pour les accompagner, pour les donner justement, pour leur donner assistance et puis accompagnement dans la mesure du possible. Et puis, je pense que c'est ça. Et je pense que sur le terrain actuellement, la situation en Haïti, c'est une situation très chaotique. C'est une situation grabataire, une situation révoltante. Un pays comme Haïti qui a fait l'histoire et qui a justement et marqué l'humanité entière, surtout après justement la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, justement. Et actuellement, Haïti était jadis justement l'appel des Antilles et la mère de la liberté, justement, la gardienne, justement, des droits de l'homme. Mais actuellement, Haïti est parmi les pays, justement, où les droits de l'homme sont violés, sont piétinés, sont galvaudés, justement. Il y a une défaillance grandissante, justement, au niveau des institutions. Les autorités de l'État, justement, ne font pas justement leur travail avec efficacité, avec efficience, justement. Donc, qui aujourd'hui et qui nous a conduit, tout cela nous a conduit justement dans une situation très critique, très chaotique, où justement les gangs armés contrôlent presque 80% justement du territoire, surtout au niveau de la capitale d'Haïti. Et dans les villes de province, les gangs continuent justement à prendre beaucoup plus de territoire. L'État devient justement impuissant par rapport à la situation et tant d'autres choses qui aujourd'hui nous poussent à être défenseurs des droits humains et à être le porte-parole de ces gens qui souffrent amèrement de la situation. Les gens qui n'ont pas de voix, en effet. Et justement, on va aller dans le sujet. Tu as déjà commencé à aller un peu dans l'autre sujet qu'on allait aller, l'état du pays actuel. Donc, on a parlé un peu, les gangs, à 80% des gangs armés, ils contrôlent la capitale. Ils commencent à aller même en province. J'ai pu voir dans certaines villes comme Mirbalais, ils commencent à aller faire du mal aux gens. Donc, comment décris-tu la situation actuelle en Haïti du point de vue d'un avocat qui y vit au quotidien? Donc, du point de vue d'un avocat qui y vit au quotidien. En tant qu'avocat, je pense que il y a pas vraiment d'activité parce que les tribunaux ne fonctionnent pas comme à l'accoutumée. Donc, par exemple, le palais de justice qui se trouvait jadis au bicentenaire, donc et a dû laisser pour aller à la Lue, après pour aller à Delma 75, a dit que les tribunaux sont dysfonctionnels. Okay, juste en parenthèse, c'est bicentenaire et tout, c'est des quartiers en Haïti. Parce que peut-être il y a des gens qui connaissent pas. C'était un quartier donc, qui se trouve justement à Port-au-Prince, dans la capitale, mais qui est occupé actuellement par les gangs armés, surtout les gangs de 5 secondes. Et puis, il y a justement pour les avocats l'impossibilité de fonctionner correctement parce qu'il n'y a pas vraiment de dossiers, donc les gens sont décapitalisés. Il n'y a pas de quoi payer les avocats pour leur travail. Et puis, les tribunaux sont dysfonctionnels, par exemple, à Port-au-Prince surtout. Il y a un problème de local pour loger les tribunaux. Et il y a un problème de local pour loger les tribunaux, le palais de justice, même le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, qui est une haute instance, donc il y a encore un défaut de local. Donc, c'est-à-dire que, en tant qu'avocat, la situation est difficile économiquement, mais seulement pour les anciens, ceux qui sont des consultants
Donc, il y a de quoi vivre parce qu'au moins, on doit payer chaque mois. Mais pour les avocats militants qui n'ont pas d'autre chose à faire sinon aller au tribunal, donc je pense que là, c'est difficile. Mais comme étant militant des droits humains, étant avocat qui a une mission sacerdotale, laquelle qui consiste à accompagner les gens, je pense que c'est des bonnes guerres pour nous de continuer notre travail parce que on ne voit pas vraiment l'argent quand on accompagne des gens par devant les tribunaux. Parce que la justice étant un service public, donc il faut qu'il y ait des gens qui sont justement là pour accompagner, pour réclamer justice quand justice est due. Quand l'injustice s'impose, il faut qu'il y ait des gens pour clamer justice en tant qu'avocat, par-dessus tout. Donc, nous sommes très conscients que notre présence sur les lieux est importante, justement parce que nous connaissons la loi, nous connaissons non seulement la loi, et nous devons clamer la loi haut et fort. Parfait. Et aussi, quelles sont, selon toi, les plus grandes injustices que vivent les citoyens aujourd'hui? Quand tu regardes les citoyens, tu dis les plus grandes injustices que tu regardes aujourd'hui, tu dis qu'ils vivent. En même temps, tu es militant de la personne, donc du droit de l'homme et de la femme. Donc, ça serait quoi les plus grandes injustices? Bon, la plus grande injustice, c'est le fait que le peuple haïtien est privé de tous ses droits. De tous ses droits. C'est-à-dire que le peuple haïtien est privé de son droit à la nourriture, à l'éducation, à la santé, au logement et aux loisirs. Tous les jeunes aujourd'hui sont aux abois, donc il n'y a pas de loisirs. Donc je pense que la plus grande injustice actuellement en Haïti, c'est l'injustice sociale. L'injustice sociale, c'est-à-dire que la majorité de la population haïtienne vit justement sous les seuils de la pauvreté extrême. Sur la pauvreté extrême, c'est-à-dire que donc la population est privée de son minimum vital, c'est-à-dire que le droit à un niveau de vie suffisant. Et donc, je pense que c'est ça. Donc, ici, il n'y a pas de justice sociale, le minimum. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de justice judiciaire également. Parce que quand on dit justice, il y a plusieurs types de justice. Par exemple, justice sociale, justice judiciaire, justice distributive et tant d'autres justices. Mais en Haïti, l'injustice la plus criante, c'est l'injustice sociale. Et y a-t-il une loi, une pratique ou une réalité judiciaire qui te révolte particulièrement? Quand on parle de la loi, une qui va te révolter, que tu aimerais pouvoir changer éventuellement ou amener le changement ou la modification? Bon, je pense qu'il y a tellement de choses qui me révoltent dans ce pays. Donc, nous sommes actuellement dans un pays où la dignité humaine est piétinée. La dignité humaine est galvaudée. La dignité humaine est foulée aux pieds en Haïti actuellement. Je pense que ça me révolte parce que quand je vois mes sœurs et frères haïtiens, haïtiennes vivre actuellement dans l'indignité la plus totale et abjecte, donc je pense que ça me révolte en tant que citoyen haïtien. Donc c'est donc cette raison qui me pousse à m'engager davantage pour lutter afin de voir comment faire briller le soleil du développement à l'horizon de la prochaine génération du pays. OK. En effet, c'est sûr que tu as tout à fait raison. Et concernant l'activisme, on va aller maintenant dans le sujet de l'activisme dans le concept de crise. Donc, on est en situation de crise. Haïti est en situation de crise. Et donc, est-ce que militer pour les droits en Haïti est dangereux et quel risque que tu prends actuellement à tous les jours? Parce que tu dois militer, c'est sûr, c'est un mot facile. Je vais aller militer, je suis activiste, mais tu sais, il y a des risques là. La réalité, c'est compliqué. Même ceux Mais qui bien font sûr, pas activistes, ils ont des risques là-bas. mais bien sûr, être militant des droits humains en Haïti, c'est un risque au quotidien parce que quand on défend les gens, donc parfois les bourreaux prétendent être tellement supérieurs ou bien avoir tellement de pouvoir, donc parfois ils font n'importe quoi, ils nous menacent gravement et parfois surtout il n'y a pas de sécurité dans le pays, il n'y a pas de justice. Parfois nous sommes exposés au danger. Mais étant militant, c'est un choix. Non seulement c'est un choix naturel qui est dans notre ADN en tant qu'être humain. Donc, je pense que c'est par vocation qu'on devient justement militant.
Donc, moi, je me résigne et je pense que c'est de la bonne guerre, donc, pour moi, de continuer ma lutte comme militant. Parce que, en général, en Haïti, et sur le terrain, je pense que, il y a tellement de risques, surtout, par exemple, quand on dénonce le phénomène des kidnappings, et ceux qui font des kidnappings, donc parfois, peuvent passer à l'acte de vous kidnapper, vous qui dénoncez donc ces gens. Donc ça, c'est un Oui. problème. Et là encore, il n'y a pas de justice. Et quand on demande ou bien on exige justice pour des gens qui sont victimes, eh bien, on pourrait justement vous contraindre à suspendre et à justement à suspendre et tant d'autres choses. Donc, on est exposé au quotidien en clair. Donc, mais sauf que je pense que tout est risque qui ne risque rien n'a rien. Donc, et le plus souvent, quand on a une vocation, il faut justement continuer, persister. Donc, il ne faut pas peur le danger parce que, donc, c'est ça en gros. Donc, je pense que c'est ça. Et je prends mon courage et puis je pense que ça pourrait en quelque sorte donner espoir à la prochaine génération et au pays en Ouais. général. Non, c'est vrai ça. Et comment les citoyens réagissent à tout ça? Est-ce qu'ils sont mobilisés ou découragés? Est-ce qu'il y en a, il y a une partie qui va être mobilisée, il y en a d'autres, c'est complètement découragé et puis se disent, laisse tomber, ça va jamais changer. Mais parfois, il y a un problème de conscience en Haïti. Parfois, on a un problème de conscience et certains sont conscients de la situation et d'autres et parfois vivent selon la possibilité, par exemple, de manière, comment dire, négligente, par exemple, ça roule, ça ne roule pas, ça ne roule pas, mais il n'y a pas vraiment un engagement collectif pour changer l'ordre des choses en Haïti. Donc, c'est le plus grand problème. Parfois, quand on essaie de sensibiliser, d'encourager les citoyens à prendre leur destin en main, donc il y a certaines personnalités ou d'autres qui essaient de piétiner donc, ces travaux qui poussent en quelque sorte, qui nous poussent parfois à être très, très, très découragés. Donc, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un sondage pour enfin mesurer combien d'Haïtiens qui sont prêts à être militants pour changer l'ordre des choses. Mais sauf que je pense que la situation actuelle dans laquelle nous vivons, en quelque sorte, mérite un engagement très sérieux, très patriotique, très nationaliste pour voir comment réellement s'attaquer aux problèmes qui rongent notre société. Donc, je pense que c'est ça en gros. En effet. Et selon toi, pourquoi la jeunesse haïtienne se sent parfois abandonnée ou impuissante? Donc, quand on parle de la jeunesse, il y en a beaucoup qui veulent, qui sont prêts à aller se quitter partout, prendre des risques, ou ils sont juste abandonnés, ils se sont dit, ça sert à rien que je vais à l'école ou je fais de l'effort. Bon, on est dans une société gérontocrate, c'est-à-dire que c'est le règne des anciens et puis le plus souvent, la jeunesse est utilisée à des fins personnelles par les anciens surtout. Par exemple, quand on est jeune, on a fait des études, on a des diplômes, mais on ne vous donne pas du boulot. Donc, parfois, on vous donne, par exemple, des offres en contrepartie à ta dignité. Si on est fille, parfois, on te donne, on te fait, justement, on te fait des offres pour coucher avec soit quelques personnalités pour avoir du boulot. Par exemple, quand on est garçon, parfois, des mauvaises offres, des mauvais traitements. Donc, tout cela, il n'y a pas de boulot vraiment en Haïti. Parfois, quand on est employé, parfois, on est chômeur déguisé. Donc, le peu qu'on vous donne ne pourra pas quand même répondre aux besoins au quotidien de tout cela. Je pense que ça pousse aux jeunes de quitter le pays. Ça pousse aux jeunes de quitter le pays en vue d'aller ailleurs à la recherche d'une vie meilleure. Par exemple, en Haïti, il n'y a pas d'encadrement pour les jeunes. Il n'y a pas vraiment de stage. Il n'y a pas vraiment de stage. Il n'y a pas vraiment de stage. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de stage pour, il y a pas vraiment de stage
les jeunes finissant à l'université, il n'y a pas vraiment d'encadrement, il n'y a pas vraiment d'espoir parce que de jour en jour, la situation devient de plus en plus compliquée. L'insécurité gagne le terrain et puis la justice est affaiblie. Donc, tout cela, bon, à quoi bon de rester dans ce pays pour avoir des enfants, pour avoir une vie, pour fonder une famille? Et il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de protection sociale. Donc, tout cela, ce sont des problèmes criants et auxquels nous faisons face au quotidien. Donc, le plus souvent, les jeunes sont découragés et parfois, ils ont décidé de quitter le pays donc, de manière définitive. Donc, c'est ça. Oui. Tragiquement aussi, parce que là-bas, des fois, c'est pire encore. Et aussi concernant la vision et l'espoir, parce que après la pluie, le beau temps, mais on espère, même si la pluie, ça fait longtemps que ça dure. Malgré tout ce que tu vois, qu'est-ce qui te donne encore de l'espoir pour Haïti? Avec tout ce qu'il y a là maintenant, c'est quoi l'espoir que tu dis? Il peut avoir le beau temps, il y a un petit espoir. C'est quoi l'espoir? Il y a une expression qui dit que tant il y a la vie, il y a espoir. Et je pense que il y a des Haïtiens conscients dans ce pays. Donc, je reste encore confiant que ceux-là qui ne se mêlent pas dans cette descente aux enfers, je pense que alors ils peuvent s'impliquer pour enfin changer l'ordre des choses. Parce que il y a beaucoup de gens compétents, il y a beaucoup d'Haïtiens compétents dans ce pays. Et en plus, je pense que donc ces gens-là, donc ils doivent s'impliquer, s'engager davantage pour enfin renverser la situation. Et l'espoir, c'est parce que il y a des jeunes qui sont conscients et qui militent, qui luttent aussi pour le changement. Et moi-même, je suis de ceux qui croient que le changement est possible dans ce pays. Et puis, c'est pour cette raison que moi-même, je suis là, je suis encore au pays, malgré que moi, je pourrais entamer des démarches pour quitter. Mais non, je fais un choix jusque-là pour rester, pour y rester, parce que je sais que ma contribution sera vraiment importante pour le sauvetage que nous rêvons aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut voir dans tout cela. Et puis, bon, en plus, je pourrais dire que, bon, en tant que jeune et tant d'autres jeunes, et ceux qui vont en quelque sorte nous écouter à travers cette interview, je pense que, en tant Haïtiens, surtout les Haïtiens, je pense que il est de bon ton de prendre notre responsabilité commune. Parce que le pays est en train de s'effondrer. Il revient à nous aujourd'hui de prendre notre responsabilité et puis de nous impliquer, et puis de former les autres, de partager nos savoirs et puis inciter les autres à prendre de bonnes décisions et à agir dans le sens collectif, de prioriser l'intérêt commun, donc parce que l'individuel tue le collectif. Je pense que c'est ça en gros. Donc l'espoir est là, mais il revient à nous de prendre notre responsabilité et de nous engager dès aujourd'hui même. Définitivement. Et comment tu vois le futur du pays à court terme et à long terme? Donc, c'est sûr, il y a le court terme maintenant et le long terme, plus long terme avec les projets qu'on peut faire. Bon, il y a deux choses, d'après moi. Je pense que si on ne veut rien faire pour essayer de corriger les imperfections, eh bien, après quelques mois ou des années encore, le pays peut s'effondrer totalement parce que et je pense que nous descendons au plus profond de l'abîme et l'abîme n'a pas de profondeur. Et de plus, s'il y a conscience et engagement, je pense on peut toujours renverser la situation et changer l'ordre des choses. Donc, c'est deux possibilités. Mais pour le moment, il est important, crucial de s'impliquer et de manière collective, de s'impliquer, de donner de bons signaux et puis aux enfants de leur donner l'espoir et puis de les former, de les inculquer, de bonnes notions de citoyenneté et puis de fustiger les choses qui méritent d'être corrigées dès aujourd'hui. Et puis après, je pense que c'est ça, mais si on ne fait pas ça dès à présent,
dès aujourd'hui, on ne commence pas dès aujourd'hui. Je pense que dans 5, 10, 20 ans, donc, on peut perdre notre pays parce que les gangs aujourd'hui, parfois, sont tellement méchants, donc, ils peuvent détruire et incendier donc tout cela. Bon, pour éviter, il faut qu'il y ait un État fort. Mais pour construire cet État fort, il faut qu'il y ait l'implication et l'engagement de tous les citoyens et tous les citoyennes. Donc, c'est ça, il est de mon avis, donc, de ces idées. Non, oui. Et si tu avais le pouvoir de changer une chose aujourd'hui, ce serait quoi? Donc, tout là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dirais, on te donne le pouvoir, mais tu peux faire une chose en ce moment. Si je pourrais faire une chose, ce serait justement faire de la justice, donc le pilier central de toute action humaine en Haïti. C'est-à-dire renforcer la justice. C'est la justice. La justice élève une nation. Si la justice élève une nation, l'injustice peut la détruire. Donc aujourd'hui, c'est l'injustice qui nous détruit en Haïti. C'est l'injustice sociale qui nous détruit en Haïti. C'est justement l'injustice judiciaire qui nous détruit en Haïti. C'est justement l'injustice à tous les niveaux qui nous met là où nous sommes aujourd'hui. Je pense qu'il faut justement renforcer la justice et puis, comme l'a si bien dit l'autre, la justice élève une nation à contrepartie. Donc, je pense que l'injustice peut la détruire. Ce que nous vivons. Ça. Non, définitivement. Et là, on a quand même beaucoup d'Haïtiens, des enfants d'Haïtiens, un peu partout dans la diaspora, un peu partout dans le monde. Ils sont en Asie, ils sont en Europe, ils sont en France, ils sont même en Afrique, ils sont partout. Donc, mettons le message à la diaspora au monde. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la diaspora haïtienne qui regarde ça de loin? Il y en a qui ont déjà été en Haïti, il y en a qui n'ont jamais été, mais ils savent qu'ils sont haïtiens. La diaspora haïtienne a un rôle central à jouer. Je pense qu'il y a des diasporas ou bien des Haïtiens qui font partie de la diaspora et qui sont très compétents et puis patriotes également. Donc, c'est justement la situation du pays qui les pousse à quitter le pays de manière involontaire. Je pense que ces diasporas-là doivent s'impliquer à la recherche de la bonne solution pour le pays. Et puis, je pense que le pays compte encore sur leur support. Et puis, toi également, et Ladora, hein, n'est-ce pas? Je pense que tu as ta contribution énorme à apporter dans le sauvetage de notre pays. Je pense que c'est ça en gros. Non, définitivement. Et à ceux maintenant qui ne connaissent Haïti que dans les médias, donc quel message tu veux les transmettre? Et puis juste laisser savoir dans les médias, mais c'est jamais les bonnes choses parce que quand on regarde, mettons, on tape Haïti, les images, on voit toujours, on va pas voir les belles plages là. Eux, ils connaissent pas Haïti, peut-être leurs parents se sont sauvés d'Haïti, ont eu peur, mais eux autres, c'est juste dans la télé, ils entendent parler d'Haïti. Bon, évidemment, Haïti, c'est un très beau pays. C'est un pays génial. Et malheureusement, faute de bonne administration, nous sommes justement plongés dans une situation chaotique ou de crise récurrente. Mais je peux dire à tous les citoyens du monde entier que Haïti n'est pas justement les mauvaises images qu'on projette, surtout les gangs qui détruisent, qui tuent, qui pillent, qui incendient. Donc maintenant, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, on a au Cap et la Citadelle et puis tant d'autres belles choses en Haïti, mais sauf que pour le moment, donc, le pays est fragilisé. La mauvaise gouvernance, les gangs qui détruisent, mais au-delà de tout cela, Haïti, c'est un très beau pays. Très beau pays. Donc, il y a de quoi, je pense qu'à l'avenir, on pourrait justement projeter l'image sincère et fidèle de notre beau pays, qui est Haïti, le pays qui a fait la fierté du monde entier à travers la si grande révolution de 1803-1804. Non, définitivement, c'est sûr qu'on a espoir. Surtout il y a beaucoup qui savent qu'ils sont haïtiens, mais ils entendent parler. Ça va jamais bien ce pays-là, mais ils ne savent pas nécessairement tout. Donc, c'est sûr, c'est important de les sensibiliser, de prendre un moment pour le moment, je de ne faire une petite vidéo. Dans les jours à venir ou bien dans les mois ou années, donc, ils pourront le faire en toute quiétude. Je pense que c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a la sécurité avec les gangs qui, au moins, ils les permettent de venir, mais au moins, c'est pour ça qu'une vidéo comme ça, de savoir qu'est-ce qui se passe un peu. Donc, c'est sûr. Merci encore une fois. Maître Fredo Jean-Charles.
sais, de venir amener ta force et ton courage et aussi parler de la vérité de ce qui se passe parce qu'on entend plein de personnes qui parlent, qui disent un peu de tout et des fois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi qui se passe? Donc, c'est une implication importante. Et oui, actuellement, c'est en état de crise, mais on n'est pas les seuls qui sont en état de crise. C'est pas juste Haïti qui est en état de crise. Et oui, comme tu as mentionné, il y a beaucoup de problèmes de justice. S'il n'y a pas de justice dans un pays, mais c'est l'injustice. Donc, s'il n'y a pas la lumière, c'est la noirceur. Et quand il y a la noirceur, il y a tout ce qui arrive. Et maintenant, on se dit, est-ce que ça va changer? Mais il faut maintenant conscientiser le monde qui tombe dessus, que ce soit les plus jeunes, que ce soit les gens maintenant qui sont actifs, de, de faire leur part, de donner aussi leur Mais part. en fait, dans la crise, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, la crise, on ne doit pas l'interpréter de manière négative seulement. Il y a la partie positive et négative. Donc, je pense que de cette crise, on pourrait tirer de très bons profits si les acteurs savent bien comment l'utiliser. Et c'est pour cela j'encourage les jeunes, les membres de la diaspora à s'impliquer et puis à définir de très bonnes méthodologies visant à renverser l'ordre des choses parce que la crise existe partout, mais sauf que il faut qu'il y ait conscience à la base pour renverser la situation. Je pense que c'est possible de changer la situation, de renverser la situation. Et la crise n'est pas forcément une chose négative. OK. Donc, Les c'est peut-être le moment de de la crise de la changer. colonie. Bien sûr, tu es là alors. Oui. Oui, et bien sûr, dans la colonie, il y avait crise parce que les esclaves ne voulaient à cette époque pas rester dans cette situation infrahumaine. Donc, c'était une crise pour la colonie, pour justement les tenants de l'époque. Et bon, en Haïti, actuellement, les gangs s'imposent et il y a des revendications. Mais du moment qu'il y a en quelque sorte des acteurs qui sont conscients qu'il faut justement changer l'ordre des choses, donc en fait, je pense que là, à partir de ce moment, les choses seront de l'autre côté, du côté positif, alors, on fait c'est ça. Il ne faut pas voir négativement la crise en Haïti. C'est ça, je voulais dire. Il ne faut pas prendre. Donc, c'est une histoire de conscience aussi. Donc, changer sa conscience, penser aux enfants et changer sa conscience et se dire aussi qu'est-ce que je peux faire là où je suis, peu importe où ce que quelqu'un est. Par exemple, quelqu'un qui vit en Haïti, dans sa rue, il y a plein de déchets, mais est-ce que je peux pas prendre mon balai pendant que je suis là et puis retirer les déchets? Donc, chaque personne peut faire une Oh, action sociale. il faut poser de bonnes actions. C'est ça, la responsabilité citoyenne et l'engagement citoyen. Et dès aujourd'hui, il ne faut pas dire demain, c'est maintenant ou jamais. Donc, il faut commencer par se dire, bon, c'est mon pays, donc je dois m'engager et éviter de projeter des mauvaises images de notre pays et puis commencer également de poser de bonnes actions et puis que les enfants, de les orienter dans le droit chemin. Et puis c'est ça, je pense que c'est ça. Définitivement. Merci encore. Je ne vais pas mettre la vidéo beaucoup trop longue pour que le monde puisse l'écouter. Je sais, des fois, le monde, ils aiment ça, les vidéos courtes, 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 mais en tant que tel, non, ils écoutent les vidéos longues, dépendant. Et je pense qu'ils vont quand même l'écouter parce qu'il y a beaucoup de points qui sont apportés, puis c'est quand même très clair les points. Et puis en même temps, ça amène quelque chose, ça doit rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Des fois, il faut être écouté, pas de tout le monde, des bonnes personnes. Et c'est ces bonnes personnes-là qui vont justement continuer d'aller dans la lumière, parce que là, si on a beau chercher de l'aide comme des gens, dire on veut que les autres pays nous aident, mais on doit commencer par avoir sa propre aide parce que, comme tu as donné l'exemple des colonies, mais les Premières Nations, là, les premiers qui étaient les esclaves, là, ils ont fait leur indépendance comme peuple esclave, c'est-à-dire qu'on les a arrachés de leur terre, ils sont venus, et puis ils ont été capables de faire leur indépendance, ils ont dit juste, on en a marre de notre situation. Ça veut dire beaucoup, là, ça veut dire que c'est résilient, c'est de dire, ah non,
Non, là, c'était plus résilient. C'est-à-dire, on veut plus de ça. Et puis, ça dit beaucoup. Donc, ça veut dire que, oui, de maintenant, cette vidéo, ce partage, c'est pour ça que c'est important de le faire pour laisser savoir aux gens que non, il y a des gens qui sont encore dans ce pays. Et c'est pas Mais tout le bien monde sûr. il n'y a pas juste des gangs. Non seulement il y a des gens qui sont encore au pays, mais sauf qu'il y a des gens également qui aiment Haïti, comme moi. Et je pense que j'ai un amour pur pour mon pays et j'aime beaucoup Haïti. Donc, rester en Haïti, c'est une décision et c'est une conviction également. Je pense que c'est ça. Donc, c'est un très, 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 très bon pays. Un pays donc, qui donne vraiment la fierté et la dignité, la liberté comme héritage. Donc, je pense que ça, il ne faut pas jouer avec. La culture. Donc, on entend toujours un peu parler, on garde la culture, mais avant de juste fêter la fête du drapeau, par exemple, d'aller fêter la fête du drapeau dans un autre pays, mais de le fêter en Haïti, c'est pas la même chose, là. Quand tu es en Haïti, puis tu vois les marchands, les frescos, tout dehors, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'invite le monde à laisser leurs commentaires. Est-ce que tu veux donner aussi le mot de la fin, Maître Credo? Bon, mon message, je pense que c'est toujours le même message. Alors, je pense que j'encourage tous mes compatriotes de faire en sorte de travailler pour le changement de notre pays. Et en fait, il faut aimer Haïti également. Et si on ne l'aime pas, on ne va pas pouvoir s'impliquer comme ça se doit. Et en fait, pour moi, je pense qu'il est temps de s'engager, de s'impliquer pour le changement réel que nous rêvons tous en Haïti. Merci pour l'invitation. Mais parfait. Et voilà.